Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être ici présent à Saint-Malo. Vraiment ravi. Alors, on me donne un peu de temps pour vous parler. Merci aux organisateurs de BPI France et la décarbonation. Alors, je vais le faire en entonnoir, évidemment, parce que c'est un sujet qui est gigantesque. Pour commencer par vous dire que BPI France, depuis des années, s'est emparé du sujet climatique. On a même un peu rebrandé l'entreprise il y a quelques années en Banque du Climat. Et on l'a fait pour bien manifester le fait, notamment auprès de nos collaborateurs, qui sont maintenant, je vous rassure, à 100% des militants, totalement conscientisés, que ça devenait l'agenda fondamental de transformation de la banque. À l'époque, on était encore dans un monde qui était un monde se considérant comme éternellement carboné. Aujourd'hui, on vit très clairement nos vies quotidiennes en se projetant dans un monde qui va être un monde bas carbone, voire décarboné, ce qui veut dire des changements évidemment absolument considérables. Juste pour en prendre compte, le simple fait aujourd'hui de se réunir aujourd'hui avec tout ce que vous avez autour de vous, on émet beaucoup de carbone là. Alors on a fait des efforts, et dans notre événement Big, le 5 octobre, on fait d'énormes efforts, mais enfin on est encore en train massivement de produire du carbone. J'étais en Chine la semaine dernière, je vous passe le commentaire sur le fait que la question de la décarbonation n'est pas le cœur de l'agenda chinois d'aujourd'hui. Et donc on est parti pour des augmentations de température très significatives qui renforcent encore notre responsabilité, à tous, collectivement évidemment, mais en particulier à nous, BPI France, qui accompagne tout le tissu économique français, depuis la plus petite entreprise jusqu'aux très grands groupes auxquels nous accordons, avec la Direction générale des entreprises et le soutien de France 2030, des subventions considérables pour qu'elles accélèrent leur décarbonation. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vous redonne 2-3 chiffres qui surplombent un peu l'action de la BPI. Je me cantonne à l'industrie à ce stade, mais entre 2015 et 2030 et 2021, les efforts qui ont été faits dans l'industrie française permettent de réduire les émissions de 17% à horizon 2030. Or, il faut réduire de 35%. Donc, on n'a fait que la moitié du chemin. Et je vais venir à quelques commentaires sur ce qu'ont fait les PME et les ETI françaises, et notamment bretonnes, dans ce contexte-là. Donc, on a fait des efforts, incontestablement, mais la trajectoire dans laquelle on est absolument pas la trajectoire de ce qu'on appelle la CNBC française, et même la deuxième version. Il va y en avoir une troisième à l'automne, là, puisque le gouvernement va s'emparer de l'actualisation de la CNBC, qui va être encore plus dure que la précédente. Donc, si on prend simplement la précédente, on n'est qu'à la moitié des efforts faits ou à faire, planifiés, budgétés, pour faire les moins 35% de 2030 sur lesquels on s'est engagé. Alors, l'État a fait, on va se le dire, un job extraordinaire du côté de l'ADEME, du côté du ministère de la Transition énergétique et du côté de la DGE, au travers des deux grands instruments. Beaucoup d'entre vous en ont profité, et qui sont, profité d'ailleurs pas le bon mot, sont partenaires de ces plans-là, qui sont le plan de relance, et puis France 2030. Donc le plan de relance a voulu être d'emblée, et c'est d'ailleurs un désir de l'ensemble de l'écosystème dirigeant qui a monté ces projets-là, mais c'était aussi une condition posée par la Commission de Bruxelles, vous vous souvenez, pour que la France puisse bénéficier des concours, de l'emprunt collectif réalisé par les 27 États pour la première fois dans l'histoire, pour financer la relance européenne, qui devait être une relance verte. Donc ce plan de relance, il a permis de mettre en œuvre à peu près 1,5 milliard d'euros dans, grosso modo, 250 entreprises, qui sont les lauréats des AAP, des appels à projets qui ont été lancés à l'époque, et qui concernaient trois grandes familles, on va dire. La famille de la chaleur, donc il y avait un gros volet qui était le volet chaleur. Peut-être certains d'entre vous ont bénéficié des subventions du plan de relance sur le volet chaleur, je ne sais pas, peut-être ici. Et puis il y a eu un volet efficacité énergétique, et il y a eu un volet décarbonation des produits. Tout ça, ça fait 250 entreprises, 1,5 milliard d'euros de subventions mobilisées. Donc un effort très significatif, qui n'est que le début en réalité des efforts massifs de l'État. Là, je ne parle pas de la BPI à ce stade. Il se trouve qu'à la fin des fins, c'est nous qui sommes opérateurs, donc qui décaissons. Mais là, on est sur de l'argent qui est de l'argent budgétaire,
voté par le Parlement, dans le cas plan de relance et France 2030, et qui est ensuite distribué. Alors, donc, ces efforts-là ont permis, par rapport à ce que j'indiquais à l'instant, c'est-à-dire on doit faire moins 35, on n'a fait que moins 17. Avec ces deux plans-là, qui sont chaleur et puis décarbonation des produits, efficacité énergétique, on gagne combien dans la distance à l'objectif? Bon, on gagne quelques points. On gagne quelques pourcents pour 1,5 milliard. Hein. Et donc, il faut faire un énorme effort de plus. Et l'énorme effort de plus, pour résumer, il se partage en deux familles. Il y a la famille des grandes cathédrales industrielles hyper émissives. C'est les 50 sites les plus émissifs français, qui sont pour l'essentiel pas en Bretagne. Hein, c'est Fos-sur-Mer, c'est Dunkerque, c'est les très vieilles régions industrielles lourdes de grandes implantations chimiques, de production de l'acier en particulier. Hein. Et donc, vous avez peut-être suivi que le président de la République a fait des annonces au printemps de mobilisation de quantités considérables d'argent public pour décarboner rapidement ces sites-là. Hein. Donc, c'est les sites de production de l'acier, je le répète, et beaucoup de la chimie. Essentiellement, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est France 2030. Cette fois-ci, c'est plus le plan de relance, c'est France 2030. Et les sommes allouées à ces 50 sites, tenez-vous bien, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Hein. Donc c'est considérable. Et ça doit normalement nous aider à économiser pratiquement 10 millions de tonnes de carbone par an. Hein. Et donc ça nous rapproche pas mal quand même de l'objectif de moins 35% à 2030, sachant que cet objectif, il va être durci en réalité. Hein. Ça, c'est la première famille. Et puis il y a la deuxième famille qui est tout le tissu productif français, c'est-à-dire vous, PME, ETI, territoriales. C'est toute la French Fab en fait. Hein. Qui sont les sous-traitants de rang 1, 2, 3 de ces fameux grands groupes, très souvent. Et c'est là qu'intervient la BPI. La BPI intervient dans la première famille aussi, puisqu'encore une fois, l'argent, il passe par nous. Ce sont nos équipes qui instruisent des caisses et qui sont l'opérateur. On appelle ça l'opérateur de tout ça. Hein. Mais le travail qui est fait par la BPI avec vous sur donc, le tissu, il n'est fait que par nous. Hein, avec notre partenaire principal et essentiel, fondamental, qui est maintenant quasi jumeau, hein, qui est l'ADEME. Donc l'ADEME, très positionné sur les grands groupes, très positionné sur les infras, et puis quand il s'agit de PME, ETI, il faut être capillaire, l'ADEME ne l'est pas forcément, on l'est beaucoup plus, et donc l'ADEME passe par nous. Il travaille avec nous, et nous distribuons une partie de la gamme de produits de l'ADEME, qui a été conçu pour accélérer la décarbonation des PME et des ETI françaises. Là, ce qu'on dit, nous, et on alerte depuis longtemps, et on est content parce que je pense qu'on a été entendu maintenant, hein, quand je dis depuis longtemps, c'est-à-dire depuis début 2020, donc ça fait 2 ans, on a alerté sur le fait qu'il ne fallait pas croire que parce que les grands groupes allaient décarboner, l'économie française allait suivre derrière. Et il fallait se sortir de la tête cette espèce d'axiome qui nous a fait tant de mal dans les années 2000, qui est, au fond, la tendance suivra. Hein, on décarbone là-haut, et puis tout suivra. Hein, c'est ce que j'ai dénoncé dans le livre que j'ai écrit sur la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on a pensé que si les grands groupes s'en sortaient, tout allait aller bien, et que l'intendance dans la mondialisation suivrait. Elle n'a pas suivi. Voilà. Et la moitié de l'industrie a disparu. Et donc on a alerté beaucoup en disant ça va recommencer. Ça va recommencer, parce que les grands groupes eux-mêmes, très soucieux de leur scope 3, comme on dit, hein, vous voyez ce que c'est que le scope 3, donc c'est toute la consommation de carbone qui est intégrée à votre empreinte par le fait que vous achetez à des sous-traitants. Les groupes seront implacables. Dans un premier temps, ils seront bienveillants. Aujourd'hui, ils sont bienveillants. Mais le moment venu, eux-mêmes sous la pression des marchés, de leurs propres banquiers privés, internationaux, des obligations qu'ils ont émises dans le monde entier, de leurs actionnaires tout simplement, et de leurs salariés, deviennent inévitablement en ligne de mire implacables hein, sur les conditions qu'ils imposent à leurs sous-traitants, français et étrangers.
en termes de décarbonation. Donc il y a urgence à décarboner le tissu français, pour des raisons morales, politiques évidemment, mais aussi pour des raisons business. C'est-à-dire que les PME, les ETI qui ne le font pas, en fait, sont en risque de perdre littéralement une partie très significative de leurs débouchés dans les grands groupes français, mais également étrangers, parce que les groupes allemands seront presque plus implacables, évidemment, avec les PME françaises que les groupes français, sans parler des groupes américains, enfin de tout le monde. Donc, on a proposé, et on a maintenant les moyens de le faire, ça a été annoncé en mai, un porte-à-porte de masse de 20 000 PME et ETI françaises pour les accompagner dans leur diagnostic et dans leur stratégie de décarbonation. On l'a lancé mi-mai, et on a très clairement dit que nos équipes, qui sont dans les directions régionales, les équipes bretonnes sont ici présentes, allaient à la rencontre des entrepreneurs pendant les 4 années qui viennent, puisqu'on se donne 4 ans pour aller vers ces 20 000 industriels français, sachant qu'ensuite on continuera évidemment avec d'autres entreprises, pour nouer un dialogue qui est un dialogue autour de la question même de la décarbonation, de la biodiversité aussi, mais la priorité étant absolument la décarbonation. Donc ensuite, on a évidemment plusieurs catégories d'entrepreneurs. Ceux qui, il y en a encore quelques-uns, n'avaient pas compris la gravité de la situation. Donc là, on repart de loin. Et il y en a beaucoup qui ont compris la gravité de la situation. On a fait une étude qu'on a publiée ce semestre-là sur les relations entre la PME ETI française et la question climatique, qui est une étude quantitative très large. Et nos études sont très intéressantes de ce point de vue-là parce qu'on a des taux de réponse très élevés. Donc on a des gros échantillons. Et ce que cette étude établit, c'est que, alors qu'en 2020, 30% seulement des patronnes nous disaient être sensibles à la question climatique, aujourd'hui c'est 63%. Donc ça a doublé en 2 ans. Donc la pression sociétale est là, et on va dire qu'au total, tout le monde a compris. Ne serait-ce que parce que tout le monde a des enfants, et tout le monde vit dans cette société, on fait société française, dans laquelle la question est complètement à l'ordre du jour. Donc la question qui est maintenant posée par les patrons de PME, c'est: je fais comment? C'est: donnez-moi le 06 de quelqu'un qui va m'aider lundi prochain, quoi, tout simplement. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement compliqué. Je commence par quoi? Ça va me coûter combien? Et même, puis-je le faire? Est-ce que c'est réellement réaliste pour moi de penser que je vais tout simplement y arriver? Alors, ce que l'étude établit également, c'est que sur cet échantillon très large, donc quand même très représentatif, beaucoup se sont déjà mis en marche. Simplement, dans l'extraordinaire majorité écrasante, ce sont des petits pas. Je ne dis pas que c'est je disais ça à la radio tout à l'heure, le moonwalk de Michael Jackson, où vous faites du mouvement, mais vous n'avancez pas. Donc ça a de la gueule, mais ça ne bouge pas. C'est un peu plus que ça. C'est un peu moins de consommation. C'est remplacer des ampoules électriques par du LED. Bon, mais c'est pas par les petits pas qu'on va y arriver. Il y a un moment où il faut faire beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur de même imaginer, formaliser ce que ça veut dire que de faire beaucoup plus que ça. Pourtant, certains le font. Et ils sont de plus en plus nombreux. On les a rassemblés, nous, dans une communauté, il doit y en avoir dans la salle, qui est la communauté des entrepreneurs du coq vert. Donc il y a le coq bleu qui est le coq de la French Fab, et il est de plus en plus vert en réalité, puisque l'industrie se relance, notamment en se décarbonant. Mais il y a des entrepreneurs qui sont eux-mêmes passionnés par la question et ultra féconds dans l'invention de solutions innovantes, qui sont donc partagés à l'intérieur de cette communauté. Il y a des groupes WhatsApp, il y a des événements. Chaque année, on fait un grand événement qui s'appelle le jour E, comme environnement, où ils sont tous là. Et puis, au fond, ils sont notre relais dans les écosystèmes entrepreneuriaux pour passer le message de c'est possible. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas j'irai tout de suite? Voilà, et encore une fois, c'est quantité d'idées, de solutions. Au fond, on est dans un monde qui est ultra créatif sur cette question-là. Et c'est parfois pas de la techno. C'est un bon sens qui avait échappé à tout le monde. Et c'est beaucoup de la techno.
Puisque je parle de la techno, aujourd'hui, vous savez que BPI France, on finance à fond la deep tech française. On l'a voulu depuis longtemps maintenant. On a lancé un grand plan pour que la science française des universités atterrisse dans l'économie française, le plan deep tech, pour que, au fond, la France engendre chaque année 500 startups deep tech, qui sont des startups créées par des chercheurs. On est aujourd'hui à 380. On sera aux 500 de l'objectif et on va le dépasser. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur des 580, il y a 40% qui sont des green tech. Donc il y a un développement cambrien en ce moment, on va utiliser les grands mots, d'innovation technologique autour du green, issu des universités françaises, partout sur le territoire, qui engendrent des startups qui elles-mêmes vont faire des petits, parfois même de l'industrie, et c'est ce qu'on appellera de plus en plus les startups industrielles. Voilà, donc je reviens à la communauté du coq vert. Il y en a qui viennent du monde de la techno, il y en a qui ne viennent pas du tout du monde de la techno, mais qui sont complètement conscientisés et innovants. Et le rôle de BPI France, c'est de diffuser toute cette gamme d'idées. Alors au-delà de ça, on a toute une boîte à outils qui est maintenant profonde. C'était des gros travaux que nous avons réalisés, notamment de conviction de nos actionnaires, et de l'État en particulier, qui tient les cordons de la bourse sur beaucoup de choses, puisque, vous le savez très bien, une grosse partie des investissements de décarbonation n'ont pas leur TRI naturel, n'ont pas leur rentabilité intrinsèque. Et donc il y a une composante subventionnelle qui est inévitablement importante. Et dans l'état des finances publiques de la France d'aujourd'hui, il faut jouer des coudes pour défendre l'intérêt des PME par rapport à l'intérêt des détenteurs de patrimoine immobilier qui veulent de MaPrimeRénov', ou par rapport à l'intérêt des très grands groupes qui veulent des milliards d'euros pour décarboner une aciérie. C'est toujours, voilà, ça c'est notre histoire. L'histoire. Alors d'ailleurs, par parenthèse, plus on est soutenu par vous sur le thème là-haut, n'oubliez pas les PME, mieux c'est. Parce que la tendance naturelle est quand même plutôt, à la fin des fins, de soudain se remettre à oublier les PME. C'est comme ça. Donc heureusement, la BPI bat les couloirs et on a une boîte à outils qui n'est pas aussi complète qu'on voudrait, mais on remercie nos actionnaires de nous donner ces moyens-là. Le président de la République lui-même s'est exprimé dans ses discours. Il a porté politiquement le porte-à-porte des 20 000. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a tous nos événements qui sont destinés à créer l'état de prise de conscience, qui est quand même la base, et donc le désir d'avancer. Ça, on va évidemment continuer. Et puis ensuite, on a un premier dialogue avec l'entrepreneur, qui, par ailleurs, est notre client bancaire ou souvent notre partenaire fonds propres. Et on va passer, donc attendez-vous à cela, je vous préviens, 1 heure avec vous pour faire ce qu'on appelle l'indice de maturité climatique. Ça n'est pas une note verte. On n'a pas voulu à la BPI faire un système de notation qui est immédiatement dans la culture française traditionnelle issue des âges profonds de l'éducation à la française, donc une note sanction, une note qui distingue, qui surplombe. On n'a pas voulu de ça. Donc on a préféré faire un système qui s'appelle l'indice de maturité climatique, qui est en fait le positionnement de l'entreprise dans des coordonnées en fonction de sa maturité. Et pour qu'on puisse vous positionner dans ce nuage-là, on discute avec vous pendant 1 heure. Et voilà, donc vous faites votre IMC. Donc on a décidé de passer la totalité de nos clients du flux 2023, 24, 25 à l'exercice de l'IMC. Parce qu'ensuite, ça permet de savoir d'où on part pour progresser. Et encore une fois, on ne parle pas d'une autre sanction. Je précise tout de suite que par ailleurs, on a pris une décision stratégique très importante, qui est de dire, beaucoup de gens vont nous demander de décarboner le portefeuille de BPI France. En disant BPI France doit être best practice, donner l'exemple. Et j'ai dit non. BPI France, c'est l'école de la République. C'est-à-dire qu'on sera toujours là, même pour ceux qui sont au fond de la classe. Ceux qui ont du retard et qui pèsent en carbone dans le bilan carbone global de la banque, on ne va pas les abandonner. On va les aider. C'est ça l'idée fondamentale. Alors,
Aide-toi, le ciel t'aidera quand même un peu. C'est-à-dire que si au bout de 10 ans, la personne ne veut toujours pas être aidée, bon, il y a un moment, on va lui dire on ne peut plus t'aider, hein, on ne peut plus vous faire de crédit. Mais en tout cas, au début, on définit un principe fondamental qui est on s'occupe de tout le monde. Hein, donc c'est vraiment banque verte de la République. Une fois qu'on a fait l'IMC, on propose aux entrepreneurs des diagnostics. Donc on a toute une gamme de diagnostics hein, qui sont... donc il y a un premier qui s'appelle le diagnostic de sobriété, qui s'appelle Ecoflux, qu'on a fait avec l'ADEME, qui a très bien marché, et qui continue de très bien marcher, qui n'est pas très cher, quelques milliers d'euros, et qui a un payback immédiat pour l'entrepreneur. En général, pour quelques milliers d'euros, le payback, c'est 15 000, 20 000 euros, parce qu'il y a tellement de petites économies évidentes à faire que ça fonctionne. On fait un peu plus lourd ensuite, ça s'appelle le diagnostic de décarbonation, qui s'appelle décarbonaction, un petit jeu de mots, qu'on a bâti avec l'ADEME, où on fait un bilan de gaz à effet de serre de l'entreprise, on met en relation l'entreprise avec un bureau d'études, et on fait un premier plan d'action de réduction des émissions. Hein. Ensuite, on fait, pour ceux qui ont beaucoup d'IMO, on fait un diagnostic de l'immobilier, ça s'appelle le diagnostic Perfimo. Tout ça a commencé, hein. Certains d'entre vous l'avaient probablement déjà fait, sauf qu'on le massifie. Hein. Le diagnostic Perfimo, il permet justement de travailler l'audit énergétique des bâtiments et d'intégrer toutes les innovations, les nouvelles technologies qui permettent d'accélérer la transition et d'être conforme aux décrets tertiaires quand même. Hein. Puis ensuite, il y a un diagnostic qui est très intéressant, qu'on appelle diagnostic éco-conception de vos produits. Puisque c'est là que va se jouer en fait, l'avenir de vos entreprises. Hein. C'est dans l'éco-conception des futurs produits qui vont sortir. On fait un diagnostic d'impact aussi de l'entreprise sur son territoire, etc. Donc ça, c'est toute une gamme. Chaque diagnostic, on le facture. Hein. Il est très subventionné, mais vous payez quand même un peu, quelques milliers d'euros. Et ça permet quand même de savoir, en plus de l'IMC, d'où vraiment on part et puis de se mettre en mouvement. Ensuite, dans la boîte à outils, on déploie tout un continuum. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui le souhaite, on peut lui faire, avec des consultants cette fois-ci, et des bureaux d'études. Par parenthèse, il y a peut-être des bureaux d'études dans la salle. On manque de bureaux d'études. Il faudra de plus en plus de bureaux d'études. Les bureaux d'études manquent d'ingénieurs. Donc il y a tout à faire. Cette affaire est 360 degrés. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les ingénieurs d'aller dans les bureaux d'études et convaincre les entrepreneurs qui ont bâti des bureaux d'études d'accepter de grandir à toute vitesse. Parce que là c'est des croissances qui sont de 30% par an. Hein. Un peu comme l'informatique dans les années 70. Bon, mais enfin, donc on met en relation les entreprises avec ces bureaux d'études pour faire cette fois-ci des vraies missions de stratégie de transition. Hein. Et on appelle ça les missions de conseil stratégie environnement pour repenser complètement. C'est des missions qui durent 13 jours. Donc c'est lourd. Hein. Et ça permet de faire des vrais grands mouvements hein, et de commencer à prendre des décisions. La question du staffing RH est tellement importante parce que beaucoup de patrons nous disent « mais je fais avec qui ?» Donc c'est pour ça qu'on a inventé le VTE. Vous vous souvenez, le VTE, volontaire territoire d'entreprise, vert. Donc si vous prenez un jeune sorti d'une école pendant minimum 1 an, vous négociez le salaire que vous voulez avec lui, et vous lui confiez une mission à vos côtés d'accompagnement de la transition climatique de l'entreprise, de construction du plan, etc., on vous fait une subvention de 8 000 euros. Hein, donc on subventionne le jeune sorti des écoles de votre région et qui va, plutôt que d'aller tout de suite dans un grand groupe ou ailleurs, commencer sa carrière dans une PME du territoire sur une fonction qui est une fonction hyper motivante, hein, accompagnement de la transition, eh bien nous subventionnons. Ça s'appelle le VTE vert. Et puis ensuite, quand tout ça a commencé à avancer, on propose aux entrepreneurs de rentrer dans nos écoles, qui sont les accélérateurs de BPI France. Et on en a plusieurs, hein, qui sont les accélérateurs de décarbonation, de transition énergétique, etc., où là, il y a un phénomène de promotion qui se joue entre entrepreneurs, où chacun se donne des défis, les uns les autres, des idées. Et là, les évaluations que nous faisons ensuite de l'efficacité de ces programmes sont incroyables. D'abord, les gens sont contents, 98% taux de satisfaction très élevé, mais c'est surtout que la performance de l'entreprise est immédiatement transformée et de manière visible. Hein. Donc ces accélérateurs, il y en aura de plus en plus, on en fera de plus en plus. Hein. Ils sont très subventionnés, mais vous payez quand même un peu.
et ils sont très très efficaces. Je vous dis tout ça parce que, à ce stade, bien sûr, j'ai parlé d'euros pour dire que ça coûte un peu d'argent, mais c'est quand même essentiellement de l'accompagnement humain qui nous paraît fondamental. Une fois que tout est parti, qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous allez chercher du crédit de votre banque, évidemment, hein, qu'on va pouvoir garantir dès lors qu'il est affecté à des transformations liées à l'agenda climatique. Donc ce qu'on a annoncé, c'est qu'on mobilise des sous pour pouvoir faire 1 milliard d'euros de garantie dite verte, de crédit, fait par Arkea, typiquement. Hein. Société Générale, Crédit Agricole, etc. Donc c'est une garantie où l'État couvre 80% du risque. Hein. Donc la garantie verte, enveloppe d'1 milliard d'euros. À quoi s'ajoute une autre enveloppe, le prêt vert, qu'on a lancé il y a quelques années, mais qui marche très fort, hein, qui est un prêt sans garantie, à long terme, avec plusieurs années de différé de remboursement. Donc sans garantie, à long terme, plusieurs années de différé de remboursement, qui permet de financer vos CAPEX de transformation. Hein. À quoi s'ajoute enfin un nouveau prêt qui vient de sortir, qui s'appelle le prêt Industrie Verte, qui est un prêt sans garantie, on ne prend aucune garantie sur votre patrimoine ni l'entreprise, à 12 ans. Vous vous rendez compte le risque qu'on prend quand même, hein, avec 2 ou 3 ans de différé de remboursement, et qui permet de financer aussi les CAPEX de la transition climatique de l'entreprise. Donc voilà, le total, ça fait grosso modo, il y a 2 milliards d'euros en ce moment que nos équipes sont en train de déployer partout en France, en prêt, pour aider les entreprises à se décarboner. En plus de toute la gamme des diagnostics, des accélérateurs, des stratégies de conseil, etc. Hein. Voilà, donc ça c'est très important. Bien sûr, on continue de financer massivement les green tech françaises, parce que autant d'ici 2030, ce n'est pas la technologie qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, autant entre 2030 et 2050, c'est la techno. Donc il faut maintenant qu'on invente les technos qui vont nous permettre de faire le last mile de 2050, et celles-là, on ne les a pas. 2030, c'est la massification de techno existantes. 2050, c'est l'invention. Hein. Donc c'est les green tech françaises en particulier, étrangères également. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a les fonds propres ensuite. C'est-à-dire que dans pas mal de cas, il faut que l'entreprise se renforce en fonds propres. Et donc, on les mobilise très fortement. Et puis, il y a évidemment tout le mix énergétique avec photovoltaïque, éolien, notamment pour vous, l'éolien en mer, qui vont être financés massivement par BPI France dans les années qui viennent. Hein. Aujourd'hui, ça a connu honnêtement, on n'est pas au niveau qu'il faudrait pour l'agenda climatique de la France, mais l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça va s'emballer et que ça va partir. Donc on fera plusieurs milliards d'euros de crédits par an de financement à l'éolien terrestre, l'éolien en mer, flottant, pas flottant, et au photovoltaïque. On est opérateur du plan hydrogène. Donc le plan hydrogène, c'est 7 milliards d'euros, hein, qu'on déploie méthodiquement sur des gigafactories un peu partout en France, etc., etc. Et sur la mobilité électrique, on est opérateur du plan batterie, donc on finance toutes les gigafactories de batteries, et certains d'entre vous les connaissez puisque vous les fournissez avec certains composants. Tout ça vous donne le panorama du plan de décarbonation du tissu productif implémenté par la BPI et qui est le chapitre 1 de son plan stratégique, en fait, 23, 24, 25, 26. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai essayé d'être pragmatique, hein, plutôt que d'aller dans le verbe et les grands mots. C'est pour vous dire qu'on est vraiment complètement à la manœuvre. Les collaborateurs de la BPI qui sont dans cette salle le savent bien, puisqu'ils ont dans leurs objectifs personnels tout ça. avec un budget 2023 qui est en train d'être accompli. Le premier semestre est bon. Je vous annonce en particulier que la BPI, dont certains journaux ont pu dire qu'elle était en perte, je n'ai pas compris, fera 1 milliard d'euros de profit au premier semestre. Hein, voilà. Donc la BPI est gérée, je vous rassure. Je vous remercie.